Je vais déjà présenter mes invités. Il y en a un que vous connaissez déjà, je pense, qui s'appelle Pascal Obispo, auteur, compositeur, interprète. Et c'est vrai qu'il est rentré dans notre vie, c'était en 92 avec Plus que tout au monde. Depuis, il nous accompagne avec des titres qui sont devenus des tubes, des belles collaborations. Je pense à Johnny Hallyday, à Zazie, à Florent Pagny. Je ne vais pas toutes les citer, ces collaborations. Et puis surtout, c'est un artiste qui a toujours soutenu les œuvres humanitaires. On pense au Resto du Cœur, hein, Ensemble contre le sida, avec des titres qu'il signe et qui sont les plus gros succès des Restos du Cœur. À côté de lui, Émilie Gonod, je vous la présente. Elle a présenté une agence qui s'appelle New Agency. C'est une façon d'accompagner, de développer les artistes. Elle est également maître de conférence à Sorbonne Université et elle a écrit un livre qui est devenu incontournable. On en parlera aussi tout à l'heure. Et à ses côtés, Antoine Bizou, qui est donc le fondateur et le big boss d'un label qui s'appelle Microclimat. Et comme son nom l'indique, l'idée c'est de créer un climat autour d'artistes, alors de ne pas en prendre trop finalement, mais en tout cas de les accompagner le mieux du monde. C'est vrai qu'on est parti de deux constats. Le premier, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile finalement de créer, de produire de la musique avec l'apport du numérique, mais en même temps, il n'a jamais été aussi difficile de vivre de sa musique et de son art. Le numérique a apporté beaucoup de choses et on a un événement au milieu qui est arrivé qui s'appelle une pandémie et qui a un peu redistribué les cartes avec effectivement une remise en question du streaming et du spectacle vivant. La vraie question, c'est de savoir dans quel écosystème on vit aujourd'hui. Est-ce qu'on va être obligé aujourd'hui de devenir tous producteurs? Est-ce qu'on peut devenir tous producteurs pour vivre et produire de la musique? C'est une vraie bonne question que je vais poser à Émilie Gonod. Émilie, est-ce que vous pouvez nous raconter justement dans quel écosystème on évolue en ce moment? Alors, je vais essayer de... Bonjour, je récupère ma voix. Donc, je vais essayer de faire succinct. Évidemment, je ne vais pas refaire un cours. Juste producteur, c'est quand même l'idée qu'on est propriétaire des bandes, donc on a financé un enregistrement. Après, il y a des choses qui se font aussi en home studio. Avec Internet, si je devais résumer ce qui a changé, c'est 4 choses. La première, c'est qu'il n'y a plus de contraintes de temps. C'est-à-dire que... il n'y a plus des chaînes qui ouvrent à une heure et qui ferment à une autre. Voilà, c'est non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis vous multipliez ça par les fuseaux horaires dans le monde. Ça ne s'arrête jamais. Sur la question, il n'y a plus de problème d'espace. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un problème avec du physique, d'espace dans les magasins. Là, aujourd'hui, tout est en ligne. Il y a 60 000 titres par jour qui sont rajoutés sur Spotify. Donc, et je crois que c'est encore en train de monter. Donc, bref, il n'y a pas de problème de place, plus de problème d'espace. Il y a un troisième facteur, c'est qu'il y a quand même la question de l'accessibilité, c'est-à-dire aux outils, mais aussi à l'information et à la formation. Donc, on retrouve des artistes qui sont quand même beaucoup plus informés ou qui ont accès à l'information et à comment fonctionne cet écosystème. Vous avez aussi des syndicats d'artistes, vous avez bien sûr l'ADAMI, mais vous avez aussi la gamme, la guilde des artistes de la musique. Et donc les artistes commencent à avoir un poids un peu plus fort dans les discussions. C'est pas encore ça, mais ça vient. Et le dernier point, c'est il y a plus de modèle unique. C'est-à-dire que ça joue sur le fait qu'il n'y a pas un seul moyen de développer sa carrière. On n'est pas obligé de se dire que si on ne signe pas en majeur, on n'aura pas de carrière. Après, ça amène une autre question, 2 autres questions. Quels sont les objectifs de chacun, de chacune? Et surtout, comment et dans quel temps est-ce qu'on décide de se développer? Voilà, si je devais résumer. Antoine, quand on est un artiste, avant, le reste était de signer en maison de disque et ensuite de développer son projet. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le numérique, un artiste peut prendre sa vie en main et se développer tout seul. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À quoi vous servez, vous, les labels, alors? Si je le savais, je me demande depuis le début. Je pense qu'il y a beaucoup d'une illusion dans tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus de problème de temps, il n'y a plus de problème d'espace, mais il y a un problème de saturation et un problème d'offre. Et je pense que le métier de producteur, on va y revenir, j'imagine, mais
pour résumer, on aura toujours besoin, et j'en suis vraiment intimement convaincu, de la personne qui va éditorialiser, faire le choix et faire le pari de tel ou tel artiste et hypothéquer et parier et investir énormément sur un choix qui peut paraître fou. Et en fait, qui contribue à une diversité dans la musique. Et le producteur, pour moi, est le rempart face à une hyper-libéralisation de la musique, qui est le streaming, l'instantanéité, la musique périssable. Voilà, pour moi, le producteur fait le pari et peut défendre des artistes qui autrement n'auraient peut-être pas pu en vivre, ou voilà, il va pouvoir le défendre à perte pendant un moment. Alors justement, on a un bel exemple, Pascal Obispo, qui a décidé de reprendre tout ce qui vous appartient en fait en main, de lancer votre propre plateforme qui s'appelle Obispo All Access. Et je voudrais que effectivement vous vouliez rebondir sur. Non, je voudrais rebondir sur ce que disait Antoine, parce que c'est vrai qu'il y a une forme de renoncement dans l'éclectisme de la production, et je pense que les petits labels justement comme le sien ou comme ce que je peux faire aussi permettent justement de pas céder à la tentation, comment dire, où sont tombées les majeures compagnies en ce moment, c'est-à-dire on est dans une forme de jusqu'au-boutisme de la musique urbaine par exemple. Alors on n'aime pas, peu importe, il y a de la musique bien partout, mais tout d'un coup ils sont centrés là-dessus, et donc il n'y a plus de diversité. Donc on a l'impression aujourd'hui que si on regarde les plateformes, si on regarde les tops, que il y a que ça qui... Il n'y a que ça qui plaît aux gens, ou il n'y a que cette musique qui sort. Et justement, grâce aux petits labels, aux personnes comme Antoine, on peut justement se sauver et avoir un peu plus de diversité, écouter du rock, du jazz, la samba, enfin tout ce que vous voulez, toute la musique qu'on peut aimer, il y en a partout. Et donc voilà, donc les plateformes de streaming ont amené un truc génial, mais malheureusement... les maisons disques n'ont pas enfin, la maison disque, c'est vraiment un atout essentiel pour développer un artiste, évidemment, mais je voulais simplement rebondir, mais ne sont pas dans l'éclectisme, et c'est ça le vrai problème, je trouve, en ce moment aussi, enfin un des problèmes récurrents. Qu'est-ce qui fait alors que vous décidez de faire autre chose, de vous lancer, de reprendre tout ce qui vous appartient en main et de lancer cette plateforme, parce que vous êtes le premier artiste à le faire. C'est extrêmement courageux, ça a surpris énormément de tout le milieu d'ailleurs, qui est assez admiratif aujourd'hui. En fait, la notion de courage est liée à l'argent et la monétisation des choses. Voilà, je pense qu'on dit dans le métier, oui, il est courageux, mais c'est parce que en fait, lui pense rentabilité. Moi, je pense pas rentabilité. Moi, je pense plaisir, je pense musique, je pense éclectisme. Je voulais faire cette plateforme parce que je voulais aborder des styles de musique différents, ce que font pas forcément toutes les grandes majeures dans leur signature. Voilà, à l'inverse de petits labels, j'avais envie d'explorer des musiques différentes. J'avais envie de faire du jazz, du flamenco, j'avais envie de faire de la musique pour la méditation, j'avais envie de faire toutes ces choses que je n'aurais pas pu faire en tant que Pascal Obispo, marque, artiste de chansons, pop, variété, enfin tout ce qu'on veut. Et ça m'aurait pris du temps pour essayer de convaincre. On aurait pris ça pour une danseuse. Et puis je me suis aperçu aussi que les disques, on les sortait tous les 2 ans parce qu'il fallait faire respirer. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Et on peut pas avoir accès aux médias tous ensemble. Et je me suis aperçu que dans 10 ans, si j'étais resté dans ce système, j'aurais fait peut-être 3 albums. Et je ne supportais pas cette idée, moi qui suis un amoureux de la musique, d'avoir fait que 3 albums, alors qu'en 9 mois, j'en ai fait 15. Et c'est vraiment une chance. Donc je me suis autorisé ce luxe. Et donc voilà, donc je fais des tournées, je fais des concerts, et l'argent que je gagne, en fait, je le remets dans la production pour proposer aux personnes qui me suivent d'écouter de la musique différente de ce qu'on peut entendre ailleurs, ou de la musique différente de ce qu'ils pouvaient imaginer que je pouvais faire, en fait. Mais en fait, c'est un luxe que je me suis autorisé. C'est vrai que je suis le premier sous cette forme, parce qu'il y a plein de gens qui sont aussi indépendants, qui ont fait des petites plateformes, mais c'est vrai que moi j'ai récupéré les droits de tous mes albums, etc.
Voilà, mais je suis pas dans l'idée de rejeter ce que m'a apporté une maison disque ni un label, bien au contraire. Si j'avais pas eu de petit label, enfin en tout cas de maison disque, moi j'aurais jamais été là. Donc oui, on peut faire de la musique aujourd'hui facilement. Oui, on peut avoir un home studio. Oui, on peut le mettre sur les plateformes de streaming. Par contre, tout le développement autour d'un artiste, on n'est peut-être pas capable de le faire tout seul et on a besoin d'avoir du recul et d'avoir des gens qui soient là pour ça. Enfin bon. Antoine, Je ne peux qu'être 1000 fois d'accord. Déjà, je trouve ça admirable ce que Pascal a fait. Et ensuite, je peux qu'être d'accord puisque je pense qu'aujourd'hui, en fait, on a encore plus besoin de producteurs et justement de directeurs artistiques, directrices artistiques. En plus. Et je pense que effectivement, il y a une vraie illusion de croire que parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce que c'est facile entre guillemets de faire de la musique, on peut tous être artistes. Et il y a effectivement une recrudescence d'artistes, mais d'un certain amateurisme en fait qui se met en ligne facilement, où on croit tous qu'on va avoir notre quart d'heure de célébrité et devenir riche, et parce que Internet c'est facile, mais c'est faux. Et évidemment, on se heurte à un mur et ça entraîne tout un discours qui nous fait dire qu'aujourd'hui c'est plus dur de gagner sa vie avec la musique, le marché est en crise, etc. Mais je pense que c'est faux. Et le marché est au contraire en croissance à nouveau depuis quelques années, porté par le streaming qui a réellement ses défauts et a réellement des points négatifs. Quels sont les points négatifs ? Pour moi, c'est le formatage, un formatage encore plus exacerbé qui fait que, notamment quand on va s'autoproduire, je pense qu'on manque peut-être de garde-fous et de miroirs de gens qui vont nous permettre de se dépasser. Et pour marcher, je pense qu'il y a encore plus de risques du coup de se conformer à ce qui... Enfin, pour essayer de se démarquer, je pense qu'il y a encore plus de risques de se conformer à quelque chose qui a un style de musique qui marche et qui est ce que les gens veulent en ce moment, aujourd'hui, et ce qui crée une sorte de copie de la copie de la copie de la copie. Voilà, donc je pense... Qui entraîne une pauvreté. Qui entraîne une pauvreté, un manque pauvreté sidérante. Voilà. C'est vrai que voilà. Après... je pense pas que ce soit la musique urbaine d'ailleurs. Hein. Le problème, c'est la musique immédiate, la musique peut-être pour ados, la musique plus parce qu'on sait que les adolescents ou les plus jeunes sont. Je me mets plus dans le lot malheureusement. Il y en a toujours eu de la musique pour ados. Voilà, bien sûr, mais on sait qu'ils consomment davantage et qu'ils streament de manière plus effrénée. Voilà. Émilie, ça veut dire que le numérique a permis finalement aussi de consommer davantage de musique, parce qu'on n'a jamais autant écouté de la musique qu'aujourd'hui, mais qu'en même temps ça a abîmé le système? Alors, il y a plusieurs points dans tout ce qui a été dit. Donc là, on a la maîtresse de conférence qui rentre en action. C'est-à-dire que sur la question de la qualité d'écoute, on retrouve aussi ça sur la question des formats. C'est-à-dire que les gens se disent maintenant on écoute qu'en streaming, et durant qu'il n'y aura plus de physique. En fait, non. C'est-à-dire que les plus jeunes streament autant qu'ils achètent du vinyle. Ça ne veut pas dire qu'ils achètent le vinyle, enfin qu'ils écoutent le vinyle, pardon. Mais bon, bref, ça c'est d'autres. C'est de la déco pour. Voilà, non mais voilà. Donc c'est un objet d'art. Voilà, sur la question de l'objet, il y a la question de quand on fait du merch notamment, mais je vais revenir après sur le reste du sujet, mais sur la question du merch ou d'un objet, que ce soit une sortie physique ou un tote bag ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on projette sur cet objet? Est-ce que cet objet fait partie de l'univers de l'artiste? Mais pour revenir par rapport à ce que tu disais Antoine sur le marché de la musique enregistrée se porte très bien. Alors il y a les chiffres du Snap, mais on parle de gens notamment qui ont un catalogue immense, et on retrouve au cœur de tout ça la question de volume-valeur. Et donc quand on a un très gros volume, c'est pas grave si par unité, on va dire, ou par titre, il y a très peu de streams, parce que cumulé, ça fait beaucoup d'argent. Quand on est un ou une petite artiste ou petit label qui commence et qui a un tout petit catalogue, et même si on dit, ou éditeur, qui a un catalogue d'une centaine de titres, ce qui est déjà beaucoup, c'est pas du tout la même économie. Et donc on se retrouve dans des problématiques qui nous amènent à chaque fois à se dire quelles sont les stratégies que mettent en place des acteurs qui ont un gros volume et pour lesquels il y a des coûts aussi d'investissement, d'enregistrement qui sont déjà amortis, parce qu'on parle de catalogue avec des tubes qui génèrent, ça y est, maintenant ils génèrent de l'argent, ou quelle est l'économie et quelles sont les stratégies pour des artistes ou des labels qui font du développement. Et à partir de là, c'est de quel point de départ
on parle. Et est-ce qu'on parle de l'univers de l'artiste? Est-ce qu'on attend pour certains que les artistes aient déjà fait quasiment tout le travail en disant si jamais tu as 2000 abonnés de plus, je pourrais te programmer ou je pourrais te signer? C'est un peu le cas. Hein. Mais ça, C'est moi, j'ai des gens qui nous contactent régulièrement en disant voilà, vous êtes une agence, est-ce que j'ai besoin d'avoir 5000 abonnés d'ici la fin du mois pour qu'on me signe? On ne travaillera pas ensemble parce que c'est pas ça l'objectif. Antoine, justement, quels sont les critères? Vous faites attention à ça, aux réseaux sociaux, nombre de followers, à comment est suivi l'artiste? Je suis obligé, mais par contre, je suis, comment dire, les paramètres ont un peu évolué effectivement sur la signature d'un artiste. Maintenant, je vais jamais signer un artiste parce qu'il a beaucoup de followers. Pitié. Enfin, je fais pas une agence d'influenceurs. Voilà. Je signe un artiste avant tout parce qu'il est bon musicien ou elle est bonne musicienne ou qu'il a un bon sens de la mélodie. Il y a plein d'autres paramètres et c'est passionnant. Hein. Ça va de la personnalité à ce qu'il porte, ce qu'il a envie, s'il a la rage d'y aller, parce que ça demande beaucoup de persévérance, une carrière, et qu'il n'est pas seulement dans un truc de court terme, d'aller faire un coup. Est-ce qu'il a un peu de profondeur, un peu de culture, voilà. Donc ça, c'est des gros paramètres chez moi. Maintenant, malheureusement, parce que franchement, j'en peux plus, moi, personnellement, des réseaux sociaux, alors que j'étais un vrai addict, je suis obligé de faire attention à ça et je crois, c'est pas une condition sine qua non, parce que la condition sine qua non, c'est de faire de la bonne musique. Qu'est-ce que la bonne musique? C'est un autre sujet, mais en tout cas, une des conditions, c'est d'être extrêmement doué et actif avec les réseaux sociaux. Sans se focaliser sur les réseaux, mais c'est simplement le fait de parler à son public et d'échanger et de les faire rêver, de leur raconter une histoire, de les intégrer dans notre univers. Ça se résume à ça. Ça serait les réseaux sociaux, ça serait autre chose. Mais cette histoire, Pascal, c'est important de la raconter même avec cette plateforme justement parce qu'on a le sentiment que le numérique, que les réseaux sociaux créent une rythmique. Oui, c'est la vérité. Mais tout est question de correspondance. Le problème, quand on est une maison disque, une majeure, on n'est plus dans la correspondance. On va directement, comme tu disais, vers ce qui fonctionne le plus. Si aujourd'hui, les maisons disques ne signaient, je sais pas, que du rock, les mômes, ils écouteraient que du rock, puisque la radio ignorait que du rock, ou du cajun, enfin bref, ça se passerait comme ça. Il se trouve que la génération est comme ça aujourd'hui, mais en fait, on prend que ce qu'on nous propose finalement. Ok, tu vas dans un supermarché, tu vas chez le boulanger, tu vas pas demander une côtelette de bœuf chez ton boulanger, tu vois ce que je veux dire. Tu prends du pain, bon bref. Ce que je veux dire par rapport à... il y a plusieurs soucis. D'abord, ça s'est passé aussi comme ça parce que à un moment donné, même si les maisons disques ont été au service des artistes, et à un moment donné, même si elles ont aidé plein d'artistes, dont moi, à se développer, à se faire connaître, et c'est très très utile d'avoir des gens qui croient en toi et qui t'aident à justement à tracer un chemin. Il y a eu de l'abus. Voilà, il y a eu de l'abus à un moment donné. Quand on sait aujourd'hui qu'un disque Digipack, donc Digipack en carton, vous ouvrez, ça coûte 0,50 centimes, en fait. Vous regardez un petit peu la marge qu'il y a. Donc il y a eu de l'abus au niveau des prix. Donc voilà, au niveau du streaming, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un reversement des plateformes de streaming vers les maisons disques qui gagnent de l'argent, parce que l'industrie, comme disait Antoine, ça se passe bien. Mais il y a toute une partie opaque qu'on ne maîtrise pas trop et qui permet donc aux maisons disques de gagner beaucoup d'argent. Alors, tant mieux pour eux, mais en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, on signe des artistes, on est censé les aimer, on est censé les aider aussi à vivre de leur musique, et malheureusement, on se rend compte au bout du chemin que il y a plein d'artistes qui n'arrivent pas à vivre de leur musique, parce qu'il y a eu des ponctions un petit peu en amont. Et c'est pour ça que il y a eu Napster, il y a eu toutes ces plateformes qui se sont créées. Il y a eu aussi l'idée de gratuité, qui est quand même une idée dramatique, parce que moi, par exemple, sur ma plateforme, je paye des musiciens, je produis des disques. Pour l'album, je sais pas, de jazz, de flamenco, etc. Je suis obligé de payer des artistes. Moi, ça me coûte de l'argent. Et après, au bout du compte, on te dit, non, la musique maintenant, c'est censé être gratuit, puisque pour 10 euros, tu as 30 millions de titres.
Ces 30 millions, tu les écouteras jamais, évidemment, on sait bien, puisqu'on écoute toujours la même chose, notre correspondance. On écoute, je sais pas, 1% ou 2%. Des algorithmes, ouais. Voilà. Donc, mais dans l'idée des gens, moi je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit oui, mais pourquoi j'irais m'abonner à ta plateforme si tout d'un coup j'ai 30 millions de titres pour 10 euros. Je dis oui, ben, d'accord, les gens font ce qu'ils veulent, mais on s'aperçoit quand même que pour certains, finalement, la musique n'a pas beaucoup d'importance en fait. C'est-à-dire, c'est l'idée de posséder, l'idée que ce soit quasiment gratuit est beaucoup plus important que d'écouter, se focaliser sur un artiste qu'on adore. C'est assez surprenant. Donc, bref, enfin, en tout cas, tu voulais rebondir sur ce que je disais ? Oui, vas-y. Oui, Vas-y. Émilie, ouais. Non, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'effectivement, on est quand même aussi dans une économie qui favorise le single. C'est-à-dire qu'avec les plateformes de streaming, tout est fait, de toute la navigation de ces plateformes, l'UX, est focalisé sur le fait de découvrir toujours de nouveaux titres. Et ce sont des flux singles, même quand on a un EP, un album, c'est du single qu'on promeut dans le radar des sorties, etc. Alors que effectivement, c'est pas du tout la même chose que quand on est. Et encore une fois, c'est une question de où on se place quand on arrive dans cet écosystème. C'est-à-dire que si on a une plateforme et qu'on a des utilisateurs ou des utilisatrices et qu'on a besoin que les gens s'abonnent, on va leur dire bah, c'est le buffet open bar, pour 10 balles, vous avez X millions de titres et on en aura toujours plus. Et en plus, on va, avec nos algorithmes, s'assurer que vous restez toujours à satiété dans la plateforme. Quand on est d'un point de vue artiste ou label, c'est qu'on n'a pas beaucoup de volume, donc qu'on revient sur bah, quelle est ma valeur, la question c'est effectivement, il y a des moyens d'en sortir, bien sûr, de ça, parce que sinon c'est impossible. C'est vraiment une histoire de se dire quelle est la relation artiste-fan, comment est-ce qu'on remet l'artiste, sa vision artistique au cœur de la discussion, et pour qu'effectivement on amène les fans dans une discussion qui n'est pas une histoire de combien j'ai rapport qualité-prix, qui n'a aucun sens, qui n'a rien à voir avec l'artistique, mais dans quelque chose qui est quelle est ma démarche artistique, quel est mon regard sur le monde, et à partir de là, quelle est l'aventure collective qu'on va vivre ensemble avec... Voilà, justement, Antoine, vous partez du postulat justement qu'on est beaucoup plus fort tous ensemble que tout seul on ne peut pas y arriver, que c'est très important de constituer une équipe. Je dis pas que c'est pas possible de pas y arriver tout seul. Hein. Il y a plein d'exceptions qui confirment. En tout cas, vous partez du postulat qu'un artiste, c'est viscéral, il a besoin de créer et que tout le temps qu'il passe à développer justement autre chose et à travailler sur autre chose, il ne le passe pas à faire de la musique. Oui, alors je pense qu'il y a des exemples d'artistes qui y arrivent plus ou moins tout seuls. Ils sont toujours mais au fond, ils sont toujours entourés d'un manager, d'un tourneur. Toujours quelqu'un de toute façon. C'est souvent une posture marketing aussi de dire j'y arrive tout seul, le self-made man ou woman. Voilà, mais en fait, en réalité, soit en fait, oui, tu n'as pas signé un contrat d'artiste dans un label, mais tu es en licence ou tu es en distribution, mais dans ce cas-là, tu as créé aussi toute ton équipe autour, mais tu n'es jamais tout seul, ça n'existe pas. Donc après, c'est plutôt la question, est-ce qu'on arrive en étant propriétaire de son master ou pas, enfin propriétaire de son propre producteur ou pas. Pour revenir sur ce que tu disais deux questions avant, sur le fait que quand on se place du point de vue de l'artiste ou d'un petit producteur et que ça fait tout d'un coup beaucoup moins de revenus quand on a un petit catalogue, c'est justement pour ça, je pense que le producteur et l'union fait la force, c'est que chez moi, les 3/4 de mes projets sont en déficit. Et c'est mon métier en fait d'investir, c'est mon métier de perdre de l'argent et il y a une sorte de redistribution au sein, comme tu fais Pascal, pour redistribuer sur les autres. Moi je suis en surdéficit aussi. Voilà, je te promets. c'est la base de notre métier, c'est de parier et il y aura peut-être un, ou bon, il en faut toujours un ou deux qui remboursent pour le reste. Et c'est une manière de faire plus de diversité, de faire voilà. Donc dans ce monde qui va trop vite, est-ce qu'on peut encore créer des artistes dans la durée ? Bien sûr. Enfin, vas-y. Non, mais vas-y. Enfin, moi, je pense que c'est possible. Après, c'est vrai que quand on voit, si on s'attache au fonctionnement des gens qui streament, on peut se poser la question. Mais il y a ceux qui streament et qui écoutent des chansons en 1 minute, et les gens qui sont vraiment passionnés de musique. Donc, heureusement que ça existe encore. C'est-à-dire que on le voit pour les concerts. Enfin, je veux dire, la plupart de ceux qui ont des millions, des milliards de streams quand ils font des concerts,
Moi, j'ai vu, hein, j'ai parlé avec des producteurs, il y avait 300 personnes dans la salle, il n'y avait pas 30 milliards. Hein. Alors que ceux qui sont moins streamés, ils remplissent des salles. Donc, voilà, tout ça pour dire que oui, c'est possible, parce qu'il y a des liens qui se créent avec des artistes, avec des textes, avec des musiques, avec des styles qui sont totalement différents. Et en plus, on sait très bien de toute façon comment dire, on est dans une époque et on est dans une espèce de jusque-boutisme. On va se lasser de tout ça, on va revenir vers quelque chose de plus, j'ai l'impression, hein, enfin, c'est mon souhait aussi, quelque chose de plus profond, de plus écrit, voilà, de plus musical, de plus construit, je sais pas. Là, on est dans une espèce de flux, j'ai l'impression que les gens, pardon, je vais dire, ils pissent des chansons et ils pissent des choses. Moi, je comprends pas bien en fait. Heureusement qu'il y en a qui sont là pour un petit peu, même dans les jeunes. On attend par exemple avec grande impatience le retour de Stromae, de gens comme ça, ou l'album d'Orelsan. Enfin, pour parler de la musique urbaine, qui sont des grands artistes de cette musique. Mais c'est vrai que là. Ils viennent eux-mêmes producteurs d'autres artistes. Bien sûr, mais je pense que l'inflation de volume et d'offres musicales donne cette impression un peu d'immédiateté, de périssable. Je suis persuadé que dans le tas, si plus de gens font de la musique, plus de gens en écoutent, il y a fort nécessairement plus de choses très qualitatives et plus durables au sein. Le problème, c'est d'arriver à les trouver, le problème, c'est d'arriver à les mettre en valeur, ces choses-là. Et c'est bien là, à mon avis, ce contre quoi il faut se battre, c'est l'algorithme bête et méchant qui nous enferme dans. Faut trouver ce qui, ouais, mais faut trouver ce qui nous correspond. Mais je suis pas sûr que la plupart de ceux qui streament sont vraiment, comment dire, passionnés de musique. Je pense que c'est plus des postures en fait, bizarrement. Je voudrais rebondir parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est finalement tous encore un peu pris et prises dans le mythe de dès que quelqu'un va écouter une chanson ou découvrir une artiste, ils vont devenir fans de chez fans, c'est-à-dire qu'ils vont acheter toute la discographie dans tous les formats, qu'ils vont tout streamer, qu'ils vont aller à tous les concerts, qu'ils vont acheter tout le merch. Alors qu'en fait, l'avantage du numérique quand même, c'est qu'on a des stats. Alors je sais qu'il y a des gens qui se noient un petit peu dans les stats. Il faut aussi faire attention aux stats qu'on nous met sous le nez, parce qu'il y a quand même un petit peu de méthodo à avoir sur la manière dont on utilise les outils et pour les mettre au service des projets qu'on défend. Mais effectivement, l'avantage aujourd'hui par rapport à avant, quand il n'y avait que les majors qui pouvaient se payer des études de marché très coûteuses, je ne le faisais pas, mais c'est pas grave, c'est qu'on a accès à des statistiques. Et donc, en tout cas, nous, sur l'agence, c'est la manière dont on travaille aussi en organisme de formation, c'est qu'on apprend aux gens à regarder les statistiques, toutes les statistiques, pas que les réseaux sociaux, mais les plateformes de streaming, si les plateformes de streaming en tout cas, les réseaux sociaux autour du live. Quelles statistiques en Des particulier? statistiques sur qui sont les utilisateurs, donc Spotify, Deezer, Apple, Shazam, il y a Songkick, il y a Bands in Town, il y a aussi les réseaux sociaux, il y a des outils comme voilà, des choses qui nous permettent de comprendre non seulement qui est vraiment le public et qui sont surtout les différents publics d'un ou d'une artiste, pour que aussi, dans la manière dont on s'adresse à ces publics, on se dise effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus fans de la musique, dans le sens l'audio, qui vont être plus sur les plateformes de streaming, d'autres qui sont plus séduits par l'expérience du live, et donc ce ne sera pas la même porte d'entrée, d'autres qui sont fans surtout de la personnalité de l'artiste, et qui vont adorer cette personne, donc on va voir ça dans les stats de ces réseaux sociaux, c'est pas la même chose. Et après, on a aussi des statistiques qui nous permettent de comprendre les leviers d'influence et de recommandation, et aussi les modes de découverte. Et ça c'est la nouveauté, enfin en tout cas nous c'est ce qu'on fait toute la journée, et c'est important. Antoine, votre label, il est né justement sous l'ère numérique. Vous n'avez connu que le numérique d'ailleurs. Oui, je crois. Comment vous avez abordé justement le fait de pouvoir continuer à défendre, développer des Je me suis jamais posé la question. En fait, j'ai 32 ans, donc je suis d'une génération qui a toujours écouté en numérique. Enfin si, j'ai acheté des CD il y a longtemps. J'ai piraté parce que je pensais que c'était gratuit, la musique aussi. Voilà. Et quand j'étais ado, j'étais un sale gosse. Nous, on faisait des cassettes. Hein. Voilà. On faisait des cassettes, on reproduisait, on se faisait prêter les vinyles. Voilà. Et donc maintenant, je me suis estimé heureux et toujours heureux de faire partie d'une génération qui avait accès à tout, qui pouvait être curieux de tout et accéder à une musique des années 30 comme des années 70 de l'autre bout du monde.
Et ça, c'est génial. Donc moi, j'ai toujours conçu mon label comme ça, déjà, de pouvoir faire quelque chose d'éclectique. Pour moi, c'est la base. Et je pense que c'est très spécifique de notre génération et des suivantes. Et ensuite, effectivement, on a toujours gagner de l'argent grâce au streaming. Moi, mes revenus, c'est à 85% du digital et là-dedans, 90% du streaming. Je pense, l'inverse d'un artiste comme Pascal Obispo qui vend énormément de physique. J'aimerais bien vendre plus de physique, mais aujourd'hui, nous, énormément, on exagère. Faut pas, enfin, c'est plus maintenant. Oui, enfin, c'est plus le cas puisque ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Le marché change quand même, bien sûr. Combien énormément? Mais pardon? Combien énormément? Je pense on a perdu 80% de ventes, je pense, par rapport à l'époque où on vendait normalement. C'est-à-dire que à l'époque, un disque d'or, c'était 300 000 disques. Après, c'est passé à 100 000 disques. Maintenant, c'est 50 000 disques. Et aujourd'hui, dans les maisons de disques, quand tu fais 50 000 disques, tu sais bien, les gens sont hyper heureux. Je me dis, ah bon, mais on faisait ça en 3 jours à l'époque. Oui, c'est une différence de calcul et une différence de... Oui, pour moi, les certifications, de toute manière... Non, mais c'est pas c'est l'idée que tout d'un coup, comment tu veux vivre quand tu es un jeune artiste quand tu veux... J'ai jamais fait un disque d'or. Hein. Et j'emploie 6 personnes et ils en vivent tous très bien. Et, tu peux te le fabriquer toi-même si tu veux. Ouais, c'est ça. C'est pas une mauvaise idée. Ouais, tu fabriques un disque. Voilà, donc, je pense qu'il y a vraiment une question de savoir à quelle durée... Dans quelle durée on s'inscrit quand on se lance là-dedans, quelle que soit la casquette qu'on a, effectivement, qu'on soit un peu lucide sur ce que ça coûte et qu'on soit lucide aussi sur combien ça rapporte et qu'on puisse être en mesure de diversifier ses revenus, qu'on soit avec des revenus à 80% qui viennent du numérique ou du streaming. La question c'est, voilà, est-ce qu'on va être dépendant? Est-ce qu'il y a un moment où on s'est créé les moyens de sa liberté? C'est pas évident, ça demande un peu plus de réflexion qu'avant, mais je pense que c'est un élément clé quand on se lance aujourd'hui. C'est dur d'être libre, Pascal Obispo, d'aller chercher sa liberté. Comment on s'en sort? Parce qu'il y a les médias aussi après à convaincre. Ça coûte beaucoup de sous. Hein. Voilà, moi j'ai fait toute une tournée, j'ai fait 100 dates et j'ai remis tous mes sous de 1 an de concert pour fabriquer la plateforme et fabriquer tous les albums que je suis en train de fabriquer, c'est-à-dire une 60aine de projets. C'est tout, c'est comme ça. Après, je pourrais très bien être en tongs sur une île, mais bon, mon problème à moi, j'ai une pathologie, c'est que la musique, ça m'en fout, j'ai besoin de faire de la musique et j'ai besoin de continuer à faire de la musique tout le temps et j'en ferai jusqu'au bout. Donc non, mais ça coûte cher parce qu'il faut payer les musiciens, il faut payer les copains, les batteurs, les saxos, machin, les ingénieurs, la pochette, même quand c'est sur du numérique, il faut payer ça. Et puis après, quand on fait... alors moi, les miens, ils sont sur la plateforme. Je me sers d'Instagram, les Facebook, etc. Mais par exemple, là, je sors un album physique le 29 octobre. Et je suis en distribution et j'ai calculé, voilà, aussi, je sais maintenant combien coûte un disque, combien coûte tout cet ensemble. Et finalement, c'est vrai qu'il faut vendre beaucoup de disques pour arriver à vivre de la musique. Donc c'est un peu compliqué. Enfin, je pense aux jeunes artistes. Moi, j'ai de la chance de pouvoir faire des concerts. Donc je fais ce que je veux de l'argent que je gagne, mais je le remets justement pour essayer de produire, essayer d'aider des artistes. Sur la plateforme, là je produis, Deux Frères en ce moment. J'ai aidé les Malgaches, Soa, là ils ont signé dans un label. Bon bref, mais ça coûte de l'argent. Faut pas croire que c'est gratuit, quoi. Ça fait travailler. Moi j'ai fait travailler, je sais pas, j'ai dû faire travailler. Peut-être pas une centaine, mais je sais pas bien une 70 personnes pour l'application et pour fabriquer les albums. Et ils viennent pas gratuitement, il faut qu'ils bouffent aussi. Il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils remplissent le frigo. Et c'est quoi la liberté, Élodie Suigo, pour un artiste? Parce que non, mais de reprendre sa liberté, c'est-à-dire qu'effectivement, de ne plus avoir de contraintes par rapport à une équipe dans le choix, par exemple, de artistique qu'on peut avoir en tant qu'artiste. Là, vous envisagez l'équipe comme quelqu'un qui travaille contre l'artiste, mais nous, on travaille pour l'artiste, avec l'artiste, on l'aide, on est à son service. Donc en fait... moi, j'ai l'intérêt aussi, hein, bien de toute sûr. façon. Moi, j'ai intérêt à ce que l'artiste soit heureux et soit créatif, et je le nourris de plein de choses tous les jours. Et il y a une émulation d'idées, et en fait, on est son équipe, donc
il est libre de faire ce qu'il veut. Jamais je vais le forcer à faire. Non, mais parce que c'est un Je peux pas, d'ailleurs. label qui s'inscrit dans une tradition Il y en a un peu malheureusement. artisanale, effectivement, où vous faites du cas par cas et où vous accompagnez des artistes. Ouais, mais tous les Quand on labels est dans des devraient. grosses majeures, beaucoup d'artistes ont été obligés de quitter, s'en sont plaints. Il y en a énormément qui disent Il y a des avoir fantasmes sur les grosses majors, partir mais après parce il y qu'on a. leur imposait de faire un album de reprise alors qu'ils n'en avaient pas forcément Ça, envie, c'est par sûr. exemple. Ouais. Voilà. C'est sûr. Mais sur les majors, je pense que le principal problème, c'est pas la grande machinerie où il y a des gens avec des cornes qui nous forcent à faire des choses. C'est plus subtil que ça. Et je pense que dans les grandes maisons, le principal problème est qu'il y a moins de créateurs, de créatifs. Et je pense que ces grandes maisons, elles sont plus là aujourd'hui pour presser des citrons qui sont déjà bien mûrs et qui sont donc signer des artistes qui ont déjà un univers, qui parlent déjà à une scène et à un marché qui est mûr, donc qui s'est développé. Elles prennent pas de risques. Les signer en licence dans des contrats un peu plus libres, et elles sont là pour principalement mettre beaucoup d'argent pour, dans les 50 qui ont été signés, choisir celui qui a les meilleures stats pour le faire marcher. Et les autres, c'est plus compliqué pour eux. Voilà. Mais c'est plutôt ça le problème chez moi. Enfin, pour moi, le problème de la grande maison. Ouais, je rejoins. Il n'y a pas de création de valeur, quoi. Je Voilà. rejoins ce que dit Antoine. En fait, il se trouve, moi, j'ai signé en 92. Et je me souviens à l'époque, je fais une moyenne, sur 10 personnes, il y avait un stagiaire et 9 spécialistes. Okay. Aujourd'hui, on peut dire, malheureusement, c'est pour ça que Antoine donc, monte des petits labels, c'est que pour 10 personnes, on va trouver peut-être un spécialiste. Et tous les autres vont être des enfants, Alors là, il y a des écoles de commerce. En microclimat et que des stagiaires. d'artistes quasiment, en fait. C'est vraiment Ouais, autant d'employés on a que plus d'artistes. d'employés que d'artistes, oui. Mais je pense vraiment ouais, aujourd'hui, on manque de la valeur vraiment, la valeur, j'appelle ça, c'est le concept, l'idée derrière l'artiste, c'est ce qui fait le sel, quoi. Voilà, ça, c'est plus créé dans les grandes maisons, c'est créé soit par l'artiste lui-même et son entourage et son manager, soit l'artiste tout seul si c'est un génie, soit son petit producteur autour. Donc c'est nous, c'est les artisans, c'est le circuit local, c'est le truc. C'est récupéré seulement s'il y a un storytelling maintenant, les nouveaux artistes. En fait, c'est ça le truc, c'est que si tu es fort sur Instagram ou sur YouTube ou je sais pas trop quoi, si tout d'un coup il y a comment dire, une espèce de communauté, à 100% on sera signé, et les maisons de disques ne signent quasiment qu'à 95% que des gens qui sont montés comme ça sur les réseaux sociaux. Et donc c'est un petit peu dramatique, parce qu'on peut très bien être un mauvais communicant et avoir un charme fou et être un super musicien. Non, mais tu vois ce que je veux dire, et pas être sur les réseaux sociaux et tout d'un coup pouvoir, je sais pas, haranguer. Le mot de la main, le mot de la fin, Émilie Gonod. C'est bien. Le mot de la fin, Émilie Gonod. Vous avez travaillé en major au début, d'ailleurs, c'est un vrai parcours. C'est intéressant, avec un groupe qui est devenu un peu incontournable, qui est Coldplay. Ensuite, vous avez travaillé avec d'autres artistes. Tous producteurs demain ou pas? Je pense que, en fait, musique business, c'est quand même un business. Donc, il y a un moment, il faut aussi être un peu utiliser ce cerveau-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'écart entre art et commerce, et qu'à partir du moment où on a un projet, il faut évidemment savoir s'entourer des personnes qui comprennent la dimension artistique de son projet, mais il faut aussi avoir une petite calculatrice et de se dire qui peut m'aider à un moment donné à amener mon projet à tel endroit. Parfois, c'est un label indépendant. Moi, j'ai un petit label indépendant. Voilà, on est sur les débuts. Et puis parfois, pour aller sur de l'international, sur des très gros trucs, et aussi très vite, parfois, bah oui, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est... Voilà, il y a des gens très bien partout, et voilà, il faut être un peu agnostique là-dessus. Merci beaucoup à vous trois. Merci Pascal. Merci à vous. Obispo All Access. Merci. C'est vrai qu'il y a des gens... Oui, on a besoin de vous, évidemment. Il y a des gens bien partout. J'aime bien cette définition de médiateur entre art et commerce. Je trouve que c'est ce qui nous définit. Ouais. Donc microclimat qui apporte de la couleur, en fait, sur les ondes et chez les artistes. Et puis Émilie Gonod, maître de conférence, je vous le disais, maîtresse de conférence à Sorbonne Université, autrice aussi de l'artiste, le numérique et la musique. Allez feuilleter, c'est assez impressionnant. C'est en tout cas très très intéressant. Et fondatrice de l'agence Nuage Annecy. Je voudrais juste vous préciser que si vous aimez la musique et que vous voulez encore en entendre parler tout au long de la journée, n'hésitez pas, ne ratez pas les rendez-vous avec Didier Varro et Bertrand Burgala, donc à 15h50, et Jean-Michel Jarre à 16h30. Merci beaucoup. Merci Elodie.
Thank